Merci, cher Denis. Nous nous connaissons justement parce que c'est toi qui as parlé du musée d'art d'Afrique et d'Océanie. C'est où nous sommes connus, cher ami, qui était un des rares musées. C'était l'autre musée national où il y avait des restaurateurs, où il y avait des ateliers de restauration. L'autre étant le musée national des arts et traditions populaires. Et d'ailleurs, Martine Jaoul avait fait la formation dont parlait Gaël en introduction, la formation à l'ICROM. Et c'est elle qui a beaucoup œuvré dans les réserves. Donc aujourd'hui, moi je vous présente une étude que j'ai faite, alors qui est très incomplète et qui mériterait d'être certainement nourrie. Je me suis intéressée, à partir des archives conservées à l'Institut national du patrimoine et surtout les archives de l'IFROA, à voir comment, dans les mémoires de fin d'études des écoles en restauration, petit à petit avait émergé la notion de conservation préventive. Alors j'ai étudié 3 fonds qui sont les mémoires de l'IFROA-INP, les mémoires de l'école de Tours et les mémoires de l'école de la Cambre. Je n'ai pas étudié le Paris 1 puisque la bibliothèque de l'IFROA n'a pas tous les mémoires de Paris 1, donc le travail resterait à faire. Donc je ne retracerai pas l'histoire que tu as très bien fait, Denis, justement des prémices de la genèse de la conservation préventive en France des années 1976. Et moi, évidemment, je me suis plutôt intéressée au musée, puisque je suis la dernière génération à avoir passé le concours de musée avant la création du corps du conservateur du patrimoine en 1990 et la première école du patrimoine. Et donc, je te remercie d'avoir rappelé le rôle de la direction des musées de France, qui fut quand même importante et je dirais même plutôt pionnière et même une force de frappe, si je puis me permettre, Gaël, sur la conservation, restauration et sur la conservation préventive. Et je te remercie d'avoir rendu hommage à France Dijoux, à qui je dois d'avoir fait le DESS de conservation préventive, puisque France m'avait poussé à le faire. Donc la conservation préventive s'est progressivement imposée dans la politique nationale au sein des musées de France à partir des années 1980, avec la mise en place d'une cellule technique, et s'est pleinement affirmée avec la création d'un département au sein du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Elle est passée d'une conception plutôt technique et scientifique à une approche gestionnaire de collection et des équipements muséaux à partir de 2000, tout en poursuivant études et expérimentations. Cette histoire est aussi celle d'hommes et de femmes qui ont cherché, dans des contextes parfois complexes, à fédérer des énergies et des convergences pour permettre une appréhension globale de la conservation que les habitudes, les cloisonnements et les spécificités administratives ne favorisaient guère. C'est Jean-Louis Bouten qui écrit cette phrase dans la revue Techné en 2011, puisque c'est lors de la création du C2RMF, Jean-Pierre Mohen va confier à Jean-Louis Bouten la création d'une cellule qui s'appellera département de prévention. Donc après, en ayant regardé justement aussi les rapports d'activité de la direction des musées de France, je me suis aperçue qu'en fait, lors de la mise en place du C2RMF, qui est la fusion des services de restauration de la direction des musées de France et du laboratoire, va se mettre en place justement cette réflexion à partir, évidemment, au départ de la restauration, que l'on va élargir à la conservation-restauration, puis à la conservation préventive. Et tu as parlé de directeurs des musées de France qui ont une importance. Moi, je pense qu'en 1992, l'arrivée de Jacques Sallois aussi a une importance, puisqu'il va, et là je parle aussi en présence de Sylvie Grange, il va en restructurant la direction des musées de France et en voulant déjà aussi penser à la loi sur les musées, qui va mettre 10 ans de gestation, et que d'ailleurs qu'il y a eu des hauts et des bas d'ailleurs dans la mise en place de la loi sur les musées de France, qui est intégrée aujourd'hui dans le Code du patrimoine. C'est aussi par cette loi, dans le cadre du contrôle scientifique et technique, que va se mettre en place l'idée de conservation préventive. Et j'ai trouvé une situation dans le rapport d'activité de la direction des musées de France. En 1994, donc juste suite à la création du diplôme de conservation préventive, un nouveau type d'action est envisagé grâce au vivier d'intervenants issus de ce DESS. Et France Dijoux écrit dans ce rapport: ainsi des devis spécifiques pourront être dressés par ces intervenants afin de mieux répondre aux demandes des musées. Donc on voit déjà que justement le DESS va accompagner cette prise de conscience. Et en 1995, toujours dans le rapport d'activité de la DMF, le service de restauration des musées de France souligne: on constate une augmentation constante des demandes ayant trait à la conservation préventive, qu'il s'agisse de questions liées aux infestations ou plus généralement au rangement des réserves, au conditionnement, à l'emballage, voire même aux études sur le bâtiment et le climat.
Alors on voit bien aussi que là, on commence aussi à avoir une définition de la conservation préventive et qu'on met les infestations dans la conservation préventive, cher Denis, que moi je mets comme toi dans la conservation curative, mais ça c'est un autre sujet qu'on reprendra peut-être ailleurs. Pardon. Et donc, alors, suite à là, je vous propose donc, voilà comment j'ai étudié 104 rapports de mission du département de la conservation préventive quand il a été structuré, hein, avec son premier directeur Roland May. Donc, on voit bien les types de missions. Vous avez les réserves, l'évaluation, le transfert, le chantier des collections, le diagnostic, l'infestation et les infestations et l'état sanitaire. Et donc, l'on voit que depuis la création de 1998 jusqu'à, je crois, j'ai dû étudier jusqu'à l'an 2005, on voit donc le pourcentage et que l'on voit que c'est aussi le pourcentage des réserves, hein, qui est le plus important. Ce qui est logique aussi, puisque on est dans le cadre de rénovation et de grands chantiers de musées, où l'on commence en France à se dire que peut-être qu'il serait intéressant de commencer par aménager des réserves avant de construire un musée, ce qui accompagne aussi le contrôle scientifique et technique de la direction des musées de France. Et donc, j'ai étudié les mots-clés, hein, et ces mots permettent de dégager des tendances. Alors, donc, les missions portent sur les réserves, ensuite les chantiers de collection, puis viennent les évaluations de collection. Ces préoccupations sont celles dans cette période où l'ADMF a une réflexion sur l'aménagement des réserves et l'évaluation des collections dans le cadre de la réflexion sur le projet scientifique et culturel et aussi dans le cadre de la loi sur les musées avec l'obligation de l'inventaire et du récollement qui entraîne une réflexion sur la sur l'état sanitaire des collections. Donc ensuite, pour ne pas perdre de temps, pour aller plus vite, voilà, j'ai analysé les bilans et les mémoires de fin d'études du département des restaurateurs de l'INP grâce en 2014 la numérisation et la mise en ligne de ces 444 mémoires de l'INP, département des restaurateurs, depuis la création de l'IFROA jusqu'en en 2014. On a permis une étude approfondie des sujets de mémoire. Hein, donc, vous voyez, répartition patrimoniale, musées, archives, bibliothèques, monuments et églises. Donc, on voit bien que les musées sont quand même le noyau dur, d'ailleurs, qui a accompagné la création de l'IFROA. La spécialité, donc, malgré tout, c'est toujours la peinture. Hein, et on voit aussi l'émergence, qui est intéressant, petit à petit, de nouveaux types de patrimoine, alors que je n'ai pas pu mettre en pourcentage, puisqu'il aurait fallu aller beaucoup plus finement sur l'art contemporain, l'ethnologie et puis le livre. Hein. Donc les premières promotions de l'IFROA pouvaient aborder des thèmes ou des sujets de recherche qui n'étaient pas forcément étudier une seule œuvre. J'espère que je ne dis pas de bêtises devant la première promotion des diplômés de l'IFROA, les anciens de l'IFROA. Et donc on voit, ou encore aussi des sujets, ou aborder aussi plusieurs œuvres. Et donc on voit par exemple en 91, il y a une étude bibliographique sur la poussière et ses effets sur les peintures. En 83, il y a déjà un mémoire sur l'utilisation des solutions organiques pour la désinfection des panneaux peints. En 2002, un travail sur les études, les altérations et les modes d'accrochage et de stockage d'étoiles libres. Donc on voit bien l'étoile libre, on voit bien aussi que c'est peut-être l'élargissement de la notion de patrimoine qui fait prendre en compte la notion de conservation préventive. Et les mémoires intitulées « Dossiers de restauration » peuvent porter sur la restauration de plusieurs œuvres. Hein, en 1992, la qualité de l'eau et son utilisation en restauration d'art graphique. Hein, et donc ensuite, en 1997, une étude sur les parchemins et les problèmes d'altération du parchemin causés par les facteurs climatiques et environnementaux. Le plan des mémoires au début de l'IFROA est assez libre. C'est sous l'influence de Georges Brunel, directeur de l'IFROA, puis directeur du département des restaurateurs au sein de l'École nationale du patrimoine de 1996 à 1999, que la méthodologie du mémoire de fin d'études va être plus cadrée avec un plan imposé en 3 parties, études historiques, études technico-scientifiques et rapport d'intervention avec le constat d'état que l'on voit qui est aussi de plus en plus développé avec l'évolution des mémoires. Au tournant des années 2000, avec la réflexion sur le processus dit de Bologne, les soutenances vont devenir publiques à partir de 2003 et la méthodologie du mémoire va être normalisée avec le plan en 3 parties. Un seul objet sera alors étudié avec un protocole scientifique et restauré pendant l'année de mémoire. Et le mémoire doit aussi comporter des préconisations en conservation préventive et l'enseignement de la conservation préventive est introduit au département des restaurateurs de l'INP. Donc, après, qu'est-ce que j'ai mis ? Voilà, alors,
l'analyse des mémoires de fin d'études en conservation et restauration d'œuvres sculptées de l'École supérieure des beaux-arts de Tours, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, hein, je ne me trompe pas, en cherchant, donc, juste pour terminer sur l'INP, en cherchant dans les mots-clés, on trouve, alors évidemment, les locuteurs conservation préventive n'apparaissent que plus tardivement, mais on voit déjà toujours que le climat et la lumière, ce qui correspond à ce qu'a dit Gaël en introduction, c'est que dans les années 80, c'est le climat et la lumière qui sont les deux grosses préoccupations de la conservation préventive. Après vont arriver les vitrines, les conditions d'exposition, l'humidité. On va trouver 22 occurrences sur 444 qui s'appellent conservation préventive. Mais on va aussi trouver l'occurrence beaucoup prévention ou préventive. Alors, et donc, un des premiers mémoires à aborder ce sujet est celui de Cécile Cordier en 1997, qui étudie 2 masques Kanak de Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pense que c'est aussi parce que c'est par les collections d'ethnographie, avec une thèse assez fondatrice, soutenue par quelqu'un ici présent dans la salle, que la conservation préventive, je pense, est arrivée, et j'en suis persuadée, Denis, par le monde de l'ethnographie, parce que c'est aussi parce qu'on avait des collections en masse et des collections nombreuses. Et donc, ensuite... mais si la désinfection est une opération de conservation préventive, curative, ce mémoire analyse aussi les causes environnementales qui favorisent une infestation. Il y a donc bien des préoccupations de conservation préventive. Et je pense que M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, et que peut-être on faisait déjà de la conservation préventive sans le savoir. Et donc, à partir des années 90, on voit bien, avec, je pense, pour le coup, c'est le tournant des années 90, comme on l'a déjà dit ce matin, et certainement aussi ce qu'on a vu, le colloque de la RAFU et l'influence aussi étrangère et du contexte international que tu as rappelé, Denis, que l'on voit, puis l'influence des USS, qu'on va aborder de plus en plus des thèmes liés à la conservation, en particulier dans les textiles, les arts graphiques et le livre. Donc, dans le mémoire de Tours, on voit, vous voyez, donc, forcément, hein, alors puisque c'est des œuvres sculptées de l'École supérieure des beaux-arts de Tours, donc vous voyez que j'ai fait une classification par matériaux, hein, et donc on voit aussi bien qu'au départ, la sculpture est considérée plutôt comme la sculpture dite classique en bois doré ou pierre, et qu'on aborde maintenant tous les thèmes, hein, de la sculpture et les œuvres en 3D. Donc l'analyse des mémoires de fin d'études conférant le grade de master avec l'option conservation-restauration des œuvres sculptées de 1983 à 2013, soit une base de données de 300 items, nous conduit aux mêmes conclusions que pour les mémoires de l'IFROI INP. Les mots-clés tels que état de conservation, conditions de conservation, exposition, climat, conservation préventive font leur apparition au tournant des années 90 et surtout à partir de 1997, et toujours à partir de l'art contemporain, puisqu'en 1997, à propos d'une œuvre d'art contemporain, est posée la question des conditions de présentation, de conservation et de conservation préventive, et des recommandations dans le mémoire pour la manipulation, pour le stockage ou l'exposition apparaissent de façon de plus en plus récurrente à partir de 1997. Les sujets de mémoire accompagnent l'évolution de la notion de patrimoine et la collection en s'intéressant aux objets composites. Ce n'est pas tant l'élargissement en soi de la notion de patrimoine qui cause la question du lien avec la conservation-restauration que le fait que certains composants de ce patrimoine élargi véhiculent d'autres valeurs que celles établies dans la relation traditionnelle fondée sur un postulat artistique mis en place au milieu du XIXe siècle. Dans le domaine des musées de société, nombre d'objets ont des valeurs de sens, d'usage, de fonction qui priment sur les valeurs d'esthétique ou de passé, d'ailleurs faiblement présentes. L'objet est souvent plus éloquent parce qu'il véhicule, et les registres peuvent être multiples parce qu'il est, écrit Roland May dans un article en 2009 dans la revue Zero Art. Et cette notion d'élargissement du patrimoine, cette ouverture à d'autres valeurs, qui n'est plus seulement, je pense, la valeur esthétique, mais aussi la valeur sociale, la valeur d'usage, qui ont permis la mise en place d'une politique de conservation préventive. Pour terminer, les mémoires de l'ENSAB, alors l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, qui propose depuis 1984 une formation en conservation-restauration en peinture, sculpture, céramique et papier. Notre étude a porté sur 194 mémoires. Des mémoires, eux s'intéressaient de plus en plus aussi à la numérisation, la modélisation et l'impression 3D, hein, en conservation-restauration. Et un mémoire va proposer un fichier informatique des produits de restauration. Parce que là aussi, je crois que c'est une évolution de la conservation préventive avec l'apparition des humanités numériques et le fait qu'on parle même maintenant de collections dématérialisées. Donc, les sujets de mémoire des 3 instituts de formation en conservation étudiés ici montrent l'évolution des préoccupations.
Cette évolution accompagne l'élargissement de la notion même de patrimoine culturel avec l'émergence de l'art contemporain, l'art numérique, les collections ethnographiques extra-occidentales et même maintenant le patrimoine naturel et immatériel. Les préoccupations en conservation préventive se développent autour des années 90. Le même type d'études devrait être mené sur les mémoires de fin d'études du Master de conservation des biens culturels de Paris 1 et de l'École des Beaux-Arts d'Avignon, qui est l'autre école française, pour en tirer des conclusions plus générales. Alors, en conclusion, quelle fut la réelle influence du Master, cher maître, de conservation préventive sur la formation et la mise en place d'une politique de conservation-restauration pour les collections de musées, puisque je me suis intéressée surtout aux musées. Et donc, je pense qu'il est évident que le monde de la conservation se préoccupait depuis longtemps déjà de la préservation du patrimoine. Les services de restauration, comme je l'ai rappelé, du Musée national des arts et traditions populaires et du Musée d'art d'Afrique et d'Océanie, se préoccupaient déjà des problèmes d'aménagement de réserves, et ils furent pionniers. C'est une méthodologie et une méthode de travail qui furent développées dans l'enseignement du DESS, master, et qui ont changé un milieu professionnel. Plan de conservation préventive, études du climat, plan de prévention, toutes ces notions sont maintenant quand même de plus en plus intégrées dans les formations de restaurateurs du patrimoine et d'autres formations, comme dans des masters du patrimoine. Alors, quel est l'avenir? Alors, pour répondre à notre amie suisse Anne, alors je rappelle que dans le Code du patrimoine, dans lequel la loi musée a été intégrée, la qualification ne porte que sur la conservation-restauration. Et je me souviens d'ailleurs que Sylvie ne me démentira pas, que même de mettre dans la loi musée la notion de conservation-restauration ne fut pas si simple, puisqu'au départ, ce n'était que le mot restauration, pour reprendre ce que tu as dit, Gaëlle, ce matin. Et par contre, pour les formations en conservation préventive, dans les cahiers des charges, on n'est pas du tout obligé d'être diplômé du master de conservation préventive de Paris 1. Ce n'est pas une obligation. Alors souvent ils le mettent, mais ce n'est pas une obligation légale, je le rappelle. Et donc pour répondre aussi à cette question, faut-il mettre des collaborateurs, même si c'est un mot qu'on n'aime pas trop en France pour des raisons historiques, en conservation préventive, je pense que cette question est une question qu'il faut se poser avec un problème de statut qu'on en connaît bien en France, qui sont les statuts des deux fonctions publiques d'État et territoriales, et que donc je pense que c'est un problème qui reste en suspens, et que je rappelle que la qualification en conservation-restauration n'est valable que pour les collections des musées de France dans le Code du patrimoine, ce qui devrait aussi permettre à la Direction générale des patrimoines d'avoir une réflexion pour savoir d'harmoniser ces pratiques en conservation-restauration. Donc attendons la mission qui a été confiée à Pascal Liévaux et dont on nous parlera, si j'ai bien compris, en mars 2018. Et pour terminer, cher Denis, puisque tu as évoqué aussi, je dirais la sortie par le haut, le problème du doctorat en conservation-restauration, question qui avait été soulevée, si je me souviens bien, puisque je suis en train de regarder les archives de l'INP, pour refaire l'histoire de l'INP, de l'École nationale du patrimoine et de l'INP, par Geneviève Gallo, puis ressoulevé par Éric Gross, l'ancien directeur de l'INP, d'avoir donc une mention en conservation-restauration, mais ça pose un problème dans quelle école doctorale, puisque vu la structuration des écoles doctorales. Et on aurait tendance à penser que maintenant l'évolution des masters et des masters indifférenciés pourrait permettre cette ouverture vers la thèse. Mais voilà donc les questions que je voulais aussi aborder après avoir étudié ces mémoires en conservation-restauration. Merci Bénédicte.